J'habite ou je lutte. ou je lutte. J'habite ou je lutte. J'habite ou je lutte. J'habite ou je lutte. Je m'appelle Vanessa Jérôme. Je suis sociologue du politique. Mon nom est Pierre-Luc Landry. Je suis écrivain et professeur en études littéraires, culturelles et médiatiques. La sociologie est une lutte. La littérature est un lieu. Et au croisement de ces territoires intellectuels, nous nous sommes rencontrés. J'habite ou je lutte. J'habite ou je lutte. Une série de conversations thématiques qui entrelacent art, littérature et sciences sociales pour discuter ensemble et avec nos invités de l'état du monde et contribuer à le transformer. Partager lectures, textes inachevés, photos prises sur le vif, souvenirs de films, musique ou sons incalculés, pensées virevoltantes, suspendues, reprises plus tard, plus loin ou abandonnées. Voyager par la pensée. Mettre les mots au pluriel pour faire honneur à la diversité des expériences et des vies humaines et non humaines. Crier nos colères sous toutes leurs formes. Échafauder ensemble des scénarios de transformation du monde. Nous vous souhaitons la bienvenue ici. Nous vous souhaitons la bienvenue ici. J'habite ou je lutte. Épisode 1. Conversation. Bonus. Entrevue avec Marie Villeneuve, animatrice de Far West à Radio-Canada, Vancouver. Alors tout d'abord, bonjour Marie Villeneuve. Bonjour à vous deux. Alors Marie Villeneuve, on entend ta voix tous les matins sur les ondes de Radio-Canada, parce que tu es l'animatrice de la matinale Far West. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, mais en vérité, qui est Marie Villeneuve? Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment tu es arrivée là et comment tu t'es retrouvée finalement au micro de cette matinale? Je suis arrivée à Vancouver en 2010. À l'époque, je travaillais dans le milieu culturel. J'arrivais du Québec. Je travaillais dans le milieu du théâtre et un festival de cinéma. Et puis, je suis arrivée ici pendant d'abord par amour, mais aussi parce qu'il fallait que je travaille. Je suis arrivée ici pendant les Jeux olympiques. Et j'ai offert mes services à Radio-Canada ici, qui avait besoin, bien sûr, de beaucoup de gens pour couvrir tout ce qui se passait durant les Jeux de 2010. Et puis, vu que je venais du milieu culturel surtout, puis que j'ai étudié en communication, ben ils m'ont demandé de couvrir les shows, les spectacles pendant les Jeux. Tout le monde était ici, tout le monde du Québec était ici, ou à peu près, là. Des bands, du théâtre, tout ça. Fait que j'allais voir tout ça. Puis le lendemain, je racontais ça à la radio. Il y avait des émissions spéciales pendant les Jeux. Donc, j'ai servi à ça. Puis après, on m'a rappelé pour faire de la recherche à Radio-Can. Fait que j'ai fait beaucoup de recherches pour la radio. J'ai tout fait, en fait. Après, je suis allée de petit contrat en petit contrat à Radio-Canada. J'ai travaillé à la technique télé. J'ai fait de la technique radio. J'ai fait encore une fois de la recherche. Et puis, j'ai eu une toute petite émission pendant un été. On m'a offert un petit truc qui était une émission culturelle d'une demi-heure quand on avait une programmation le midi. On avait une petite émission d'une demi-heure, puis ça s'appelait Repères, puis je faisais une espèce de revue culturelle de la journée puis de la semaine, tous les jours, le temps d'un été seulement. Puis après, j'ai retourné à la recherche du matin, puis après le poste de l'après-midi s'est ouvert. J'ai eu l'émission de l'après-midi. Puis après un an, Myriam Fémio a décidé de quitter, de retourner au Québec, donc ça a ouvert le poste au matin. J'ai appliqué au matin, puis j'ai eu l'émission du matin après. Tout ça dans l'espace de... ça fait 10 ans que je suis à Far West, donc en 2010, donc 2-3 ans. Entre 2010 et 2013, là, ça s'est passé sur 2 ans et demi à peu près. Je suis arrivée à l'émission comme ça. Voilà. Est-ce que tu avais une formation préalable en journalisme, en communication, en radio? En fait, j'ai fait une tentative de bac en communication, journalisme à l'Université Laval et je trouvais ça très, très plate. En fait, je m'ennuyais à mourir. Donc, je suis retournée au Saguenay puis j'ai fait un bac interdisciplinaire en art, majeur en théâtre.
Et j'avais quand même fait mes études collégiales, donc au Cégep de Jonquière, non pas en ATM, mais en arts et lettres de communication. Donc, j'avais quand même, tu sais, bon, j'ai touché au com. J'avais pas de formation radio. J'avais déjà fait des chroniques au Saguenay, à Radio-Canada au Saguenay, mais j'avais pas de formation radio. Mais tu sais, bon, je pense que nécessairement le métier de comédienne t'aide, tu sais, parce que je sais, bon, ben, je sais pas m'adresser. Oui, je pense que je sais m'adresser aux gens, mais ça aide, ça. Tu sais, sans jouer un personnage au quotidien, nécessairement en lecture de texte, par exemple. Tout ça, ça fait que tu sais placer ta voix, ça fait qu'il y a des choses comme ça que tu sais. Puis ben voilà, le reste tu l'apprends à force de faire là. Mais c'est ça, genre j'avais pas de, j'ai pas de papier en journalisme, j'ai pas de truc qui dit ah voilà, vous êtes journaliste, madame. Oui. Et cette trajectoire-là que tu as suivie, en fait, du Québec d'abord et ensuite, bon, pour aboutir ici à Vancouver, est-ce que c'est une trajectoire qui te semble être normale, entre guillemets, bien sûr, dans le milieu, ou tu es plutôt une exception à la règle? Il y en a, ben, il y a de tout, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont fait comme moi, puis moi, j'ai tendance à penser que c'est bien ben, évidemment, faut connaître le journalisme, il faut connaître les règles, puis les règles journalistiques, là, les bases, c'est essentiel. Mais d'avoir une connaissance plus large dans quelque chose, tu sais, moi, quand je parle à des jeunes étudiants en journalisme, je leur dis tout le temps, faites d'autres choses, puis après, vous ferez ça. Tu sais, puis ça vous mènera où ça vous mènera. Mais si vous voulez faire du journalisme, vous pouvez faire de la science po, vous pouvez faire des sciences point, vous pouvez faire de l'environnementalisme, vous pouvez faire plein de choses. Puis après, vous pourrez faire ça. Tu sais. Mais ça donne une connaissance plus large, je pense, du monde dans lequel on le vit. Puis une autre expérience aussi qui est pas mauvaise, là, tu sais, par après. Fait que mon parcours est un peu atypique, mais à quelque part souhaitable, pas juste pour moi, mais pour d'autres aussi. Là. Ça donne une connaissance générale plus large. Fait que je regrette pas de pas avoir de papier en journalisme. Euh, je dis pas qu'il faut pas le faire. Cependant, il y a des techniques que j'ai dû apprendre moi qu'on aurait pu m'apprendre à l'école. Là. Puis j'en ai encore fait, j'en ai fait au cégep, là, mais c'est ça. C'est tout peut, pas tout peut venir à ça, mais la connaissance que j'ai acquise avant me sert certainement. Alors, tu as atterri à Vancouver pendant ces fameux Jeux. Tu es québécoise, tu viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, Dans ce podcast, on s'intéresse beaucoup aux liens au territoire. Alors, ça t'a fait quoi de débarquer à Vancouver? Puis, qu'est-ce que tu en penses 10 ans plus tard? Ben, j'ai grandi au bord de l'eau. Hein. Le Saguenay, c'est un fjord. Donc, j'ai toujours. Puis l'été, on a une maison, un chalet. C'est vraiment un chalet au bord d'un lac. Fait que l'eau, pour moi, ça fait partie de ma vie. Je pense que je pourrais pas vivre à un endroit où il n'y a pas d'eau. Ça, c'est essentiel. Le dépaysement, pour moi, c'est pas tant fait sur. Tu sais, je suis pas une grande fan. Je passe pas ma vie dans les montagnes. Moi, je suis pas du tout comme ça. Je suis pas venue ici à cause de ça. Mais le grand choc, oui, il était plus culturel que par la géographie ou par. J'ai pas été dépaysée par ça. J'ai été séduite, comme bien des gens, par la beauté de la ville, là. Mais c'est culturellement que j'ai trouvé qu'il y avait un choc important. Tu sais, dans la façon de s'adresser aux gens, dans la distance qui est établie ici. Je pense que c'est une question de culture anglophone. Là, tu sais, on n'est pas pareil. Là. Moi, j'ai tendance à devenir rapidement près des gens. Tu sais. Puis ça, j'ai senti qu'il faudrait que je m'adapte à ça. Tout de suite, quand je suis arrivée, je connaissais, je connaissais pas, je parlais très mal anglais. Là. Je suis arrivée ici, j'avais l'air d'un petit chat perdu un peu. C'était très naïf, en fait. Tu sais. Je suis arrivée ici, puis je me suis pas rendu compte de ce que j'avais fait. C'est quelques années après que je me suis dit, mais quand même, là, t'as laissé une carrière, t'as laissé la maison, t'as laissé ta famille, tes amis, d'être arrivé ici sans rien. J'avais rien. Évidemment, j'avais mon amoureuse, puis j'avais une maison puis qui m'attendait, mais j'avais rien d'autre, tu sais. Fait que c'est plus tard que j'ai senti ce choc-là, puis c'est plus tard que je l'ai compris. Que ce qui m'avait le plus bousculé, c'était la différence culturelle. La langue, évidemment, mais tu sais, de ne pas pouvoir s'exprimer dans sa langue, c'est déjà, ça ajoute une distance avec les gens. Tu sais, je peux pas être drôle, je peux pas réagir comme on réagit dans les conversations. Fait qu'il fallait que je me trouve une place. Puis ça a été plus long. Puis c'est pour ça aussi que Radio-Canada m'a sauvée, en quelque sorte. Ça fait partie de la raison pour laquelle je suis encore ici, c'est-à-dire que j'ai pu travailler en français
assez rapidement. Tu sais, ça a pris à peu près 6 mois avant que j'arrive à me trouver quelque chose ici. Et les premiers 6 mois, c'était pas facile. C'était pas facile. C'est ça, cette distance-là, c'est plus froid. Tu sais, les gens se couchent tôt. Moi, je me demandais toujours, tu sais, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont où? Ils sont où? Même si je viens pas d'une grande ville, tu sais, je viens du Saguenay, c'est pas grand, mais ils sont où après 9 heures? Les gens, ils font quoi, là? Ça me surprenait beaucoup, beaucoup. Bon, puis ça a changé depuis ce temps-là un petit peu, là. Mais c'est ça. Ça a été mon grand choc. Une culture anglophone, francophone, ou Québec-Ouest, je sais pas, là, qui m'a beaucoup frappée. Bon, alors a priori, tu t'en es un petit peu remise, ou en tout cas, tu t'en accommodes, Je suis puisque tu arrivée. es restée sur le territoire. Voilà, tu n'as pas fui, tu n'as pas cherché un ailleurs. Puis tu t'es installée dans ce rôle d'animatrice, évidemment. Alors, à la louche, je ne suis peut-être pas très précis, mais en gros, il me semble que tu fais à peu près plus de 1000 entrevues par an pour Far West. Ah, j'ai jamais calculé. Je sais pas ça fait combien d'épisodes, je sais rien. En comptant que les intervenants, pas les chroniques, bon, ça fait beaucoup. Ça fait 3 heures chaque matin de la semaine avec ce qu'on imagine de stress, de fatigue, de volonté de bien faire, de tout ça. Bon, même si ça va vite, parce que le rythme d'une matinale, c'est très rapide, on imagine que de temps en temps, te traverse un peu l'idée de te demander si ce que tu fais, c'est bien, si tu pourrais faire mieux ou autrement. Enfin, il y a quand même des moments où, bon, même si on ne se pose pas, le cerveau se questionne tout seul un petit peu. Euh, Qu'est-ce que c'est quand on en fait autant et à ce rythme-là? C'est quoi, Marie Villeneuve, une entrevue réussie? Quoi les ingrédients d'une entrevue réussie? Pour moi, d'abord, tout le temps, là, c'est une affaire de lien. Nécessairement. Je parle pas de lien, on ne devient pas des amis, on va pas prendre un verre après, mais je veux dire, de créer un lien avec une personne qui va faire en sorte que elle est assez en confiance pour me parler. Pas pour me confier des choses, mais pour me suivre. Tu sais, pour dire, OK, je lui fais confiance à elle, puis on peut y aller. Des fois, ça arrive, des fois, ça arrive pas. Puis des fois, je sais pas pourquoi ça arrive. Puis ça, dans ce temps-là, je suis folle. Mais en même temps, euh, quand c'est ça, une entrevue, je sens qu'après, puis c'est long une entrevue, tu sais, même si ça dure 5 minutes, il y a toujours un petit moment, la première minute et demie, elle sert à ça, à mesurer jusqu'où la personne en face de toi ou au téléphone veut aller ou est prêt à aller. Puis une fois que tu sens que c'est embarqué, ben là, tu sais, tu peux y aller. Puis moi je sens que c'est réussi quand, ben d'abord, quand les questions sont bonnes, mais quand j'arrive à obtenir des réponses qui, pas nécessairement me conviennent à moi, mais me donnent l'impression qu'on avance, puis qu'on a une réflexion, puis qu'on comprend des choses, puis qu'on a raconté une petite histoire, tu sais, que les gens sentent que c'est ça qu'on voulait savoir au départ. Puis à la fin, ben, quand on ferme le livre, que cette personne-là a été assez en confiance pour me donner les réponses que j'espérais, puis pour me raconter son histoire ou pour me dire ce qu'on voulait savoir sur le sujet qu'on traitait. Puis ça arrive pas souvent que je me trompe, ben, ça arrive souvent que je me trompe, mais ça arrive pas souvent que j'arrive pas à créer ce lien-là. Ça arrive souvent que je me trompe, mais je sais généralement avec l'expérience maintenant, tourner le volant du bon côté pour que on réajuste le tir. Fait que quand j'arrive à obtenir les réponses que je veux, puis de créer une relation, ça me va, généralement. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des invités des fois qui sont passionnants, puis sont super, mais ils n'ont pas besoin de moi, puis ça va tout seul, tu sais. Ce matin, j'ai fait ça, tu sens le timing est bon, tu sens que la personne, il va presque... T'as pas grand-chose à faire, hein. Des fois, c'est de la micro-gestion, là. C'est donner un peu d'essence, tu sais, d'appuyer sur la pédale un petit peu pour que ça aille un peu plus loin. Mais c'est du fine-tuning, là. Des fois, tu as juste à faire ça, puis ça, c'est génial. Parce que d'abord, c'est pas moi qu'on doit entendre, là, c'est l'invité, généralement. Puis ça aussi, c'est une réussite quand j'ai pas besoin de parler tant que ça. Quand l'invité comprend mes questions puis est capable de développer là-dessus, puis qu'on m'a pas entendu trop, ben, je trouve que c'est réussi. Oui, ça parle dans cette espèce de alchimie, peut-être, de conversation. Là, ça prend comme une chose un peu chimique, ça prend plus ou moins bien. Euh, Évidemment, toi, tu as en tête tout un tas de contraintes, je vais dire de contraintes, ou en tout cas de cadres,
Il y a des choses très formelles, hein, comme la charte des valeurs des pratiques de Radio-Canada, que tu es évidemment tenu de respecter. Il y a des contraintes qui ne sont pas écrites, mais qui sont des contraintes de politesse, de bienséance, mais qui sont à peu près partagées. On voit bien des contraintes de vocabulaire aussi, d'autant que le parler français de Radio-Canada est un mythique qui traverse les siècles. Mais Il a dans tout ça, changé quand même. mais Oui. oui, dans tout ça, il y a des questions de mots, de vocabulaire, de tutoiement, vouvoiement, d'accent aussi, parce que là, on est dans un contexte minoritaire, francophone minoritaire. Donc, on joue avec ça. Pour toi, quelles sont les contraintes qui sont, j'allais dire, les plus contraignantes? Mais dans le fond, oui. Et comment est-ce que, parce que forcément, il y a une espèce d'élasticité, il y a une marge d'interprétation, il y a une latitude, parce que tu n'es pas toute seule, c'est aussi dans l'échange avec ces intervenants. Euh, qu'est- ouais, qu'est-ce qui te contraint le plus? À quel moment tu sens que tu cognes un peu les murs? Est-ce que du coup, tu les pousses un peu ou pas? Comment tu t'arranges avec ce mélange, en fait? Ben, tu sais, après quand même toutes ces années-là, je sais comment naviguer là-dedans sans trop en souffrir, tu sais. Évidemment, je pense qu'au début, je marchais plus sur des œufs à cause des normes et pratiques journalistiques, parce que des fois, tu sais, je suis une personne remplie de convictions et d'opinions. Les gens qui vivent avec moi sont au courant. Mais ça, je le garde pour moi, généralement, dans ma vie privée. Puis ça, au début, ça a été quand même une lutte, tu sais, d'apprendre à ne pas dire ce que je pense jamais, à ne pas faire référence à ce que je pense, à ne pas transgresser cette ligne-là. Puis maintenant, c'est devenu un réflexe, puis je le fais pas, puis je le sais, puis je suis pas inquiète de ça. Jamais. Mais c'est facile d'échapper quelque chose. C'est facile d'oublier de mettre au conditionnel quelque chose. C'est facile des fois de dépasser ne serait-ce qu'un tout petit peu cette ligne-là. Tu sais. Puis moi, j'y crois profondément à ces normes et pratiques journalistiques-là de Radio-Canada. Puis je pense que c'est pour ça qu'on est là. Puis c'est pour ça qu'on fait un travail important qui est rempli d'objectivité et qui est nécessaire, je pense. Surtout dans des moments où le monde va très mal, là. Moi, j'ai envie, tu sais, comme n'importe quoi, mais réveillez-vous. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des sujets qui me percutent davantage. C'est sûr qu'il y a des invités devant moi, des fois où j'ai envie de leur dire, mais ça se peut pas ce que vous me dites, madame, c'est impossible, vous pouvez pas là, penser ça. Ça m'arrive toutes les semaines en ce moment, mais mon rôle, c'est pas ça. Mon rôle, c'est de faire confiance en l'intelligence des gens qui nous écoutent puis qu'ils soient capables, eux, de se construire une opinion avec ça, tu sais. C'est ça mon travail. Puis je pense que ça, c'est plus important, bien plus important qu'on sache ce que je pense. Mais c'est sans doute ça. Parce qu'à la longue, ça devient, des fois, c'est drôle parce que je réfléchissais à ça la semaine dernière, puis à la longue, ça devient pesant de ne pas pouvoir dire ce qu'on pense. Vraiment, tu sais, puis si je faisais pas ça dans la vie, moi, je serais beaucoup plus impliquée que ça dans plein de choses, tu sais. J'aurais pas le courage de faire de la politique ou je serais trop, je sais pas, je serais trop enflammée pour faire ça, mais c'est ça. Donc, cette barrière-là, des fois, elle me prend un peu à la gorge, puis j'ai un peu le souffle coupé quand j'aurais envie de crier. Ça, je trouve ça lourd, mais il y a des gens patients qui vivent avec moi, mon chien aussi, qui peut, qui peut m'écouter quand c'est comme ça, quand il faut que ça sorte, là. Une fois l'entrevue terminée, c'est ça, c'est là où Ouais. tu vas faire exploser le tout. C'est sûr, tu sais, on a une équipe, puis les gens, bon, on le sait bien, là, ça c'est sûr, tu sais, mais en ondes, non, il faut pas, puis j'y tiens, absolu. C'est les mêmes raisons pour lesquelles je remplis pas de pétition, que je fais pas de sondage, tout ça, là, ça m'appartient à moi, puis c'est pas intéressant de toute façon pour les autres. Alors, tu sais que c'est une différence importante avec d'autres médias, évidemment, qui ne sont pas Radio-Canada, avec d'autres univers culturels aussi, parce que aux États-Unis, le journalisme, c'est pas ça. En France, c'est pas ça non plus. Est-ce que tu as en tête ces différences-là? C'est-à-dire, parce qu'il y a Radio-Canada, il y a cette légitimité à laquelle Radio-Canada tient, pas que de notoriété, légitimité, des médias, un média auquel on doit faire confiance, dans une époque où la confiance dans les médias est évidemment très chahutée. Donc, on voit très bien comment Radio-Canada essaie d'être un peu le barycentre d'un reste de crédibilité journalistique, etc.
Mais malgré tout, il y a des journalistes partout dans le monde qui font un excellent travail, qui ont sûrement les mêmes préoccupations que les gens de Radio-Canada et qui pourtant journalisent autrement, si j'ose dire. Alors, est-ce que tu penses que c'est vraiment Radio-Canada ou c'est aussi une différence culturelle ou... Oh, oui, puis des fois je me dis, bon, tu sais, est-ce que je pourrais faire la même chose à Gaza? Non. Tu sais, il y a des choses, tu peux pas faire fi de ce qui se passe sur un territoire comme celui-là en ce moment, ou en Israël, ou bon, tu sais, est-ce que ce journalisme-là est possible dans ces endroits-là, quand tu viens de là-bas, puis que c'est si lourd, puis que c'est si difficile, je ne sais pas. Mais moi, je fais ça ici, en Colombie-Britannique, au Canada, dans un pays où on est encore très privilégié. Puis je pense que ce journalisme-là, ici, il se doit d'être fait comme ça. Est-ce que en dehors de Radio-Canada, je fais du journalisme autrement? Je ne le sais pas. Tu vois, moi j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés. Puis je pense que le journalisme français est très loin du journalisme américain. Mais quand je regarde ce que fait CNN ou Fox, par exemple, ça me tue. Je me dis, mais comment les gens peuvent vraiment voir avec objectivité ce qui se passe quand on leur donne des lignes comme ça, qui sont tellement, tellement remplies d'une ligne de pensée qui est évidente que ça me pue au nez, moi, ça m'énerve profondément. Le journalisme américain en ce moment m'énerve. Bon, il y a des grands journalistes américains qui font des choses extraordinaires, là, mais je parle de réseaux, de grands réseaux comme ça, là, de grands médias comme ceux-là, je comprends pas qu'on a le droit de faire de ça. Je pas vrai. C'est peut-être mon côté très, très, très CBC Radio-Canada qui fait ça. Est-ce que, en dehors de cette boîte-là, est-ce que je pourrais faire du journalisme avec, de la chronique, par exemple, peut-être, tu sais? Est-ce que je pourrais réfléchir j'y ai déjà pensé, puis j'ai pas de réponse absolue à ça. J'ai pas d'idée arrêtée là-dessus. Peut-être que plus tard, je le ferai autrement, tu sais. Puis ça me permettrait justement de me laisser sortir deux, trois trucs. Ça offre une autre liberté, ça offre un autre ton. Oui, c'est du journalisme, mais pour l'instant, je pense qu'on a besoin de ce qu'on fait à Radio-Canada de cette façon-là. Tu sais, je pense qu'il y a encore peu d'endroits où on fait du journalisme comme ça. Puis je pense que c'est important maintenant de garder ça. Même s'il y a très peu de monde, en fait, qui comprennent pourquoi c'est important. Puis je pense que, encore une fois, puis je répète souvent ça, je crois qu'on a oublié d'expliquer pourquoi c'était si important pendant longtemps. Tu sais, je rencontre des gens qui me demandent comment on fait les nouvelles, puis ils comprennent pas, tu sais, pourquoi je leur dis que moi, je leur dis la vérité, puis pas les autres. Tu sais, c'est quoi, c'est vrai, là, je comprends, tu sais, comment on fait les nouvelles, pourquoi me croire moi, puis pas croire Fox, pourquoi, tu sais, on n'a pas expliqué ça. Puis comme diffuseur public, moi, je pense qu'on a un grand rôle, puis on a un sérieux retard à rattraper avec ça. Mais c'est ça, je pense qu'ici, pour moi, c'est toujours important de le faire comme ça. Alors, il y a plein de questions, plein de débats sur ce journalisme qu'on dit neutre, ou ces questions de vérité, qui sont des choses qui, à la fois, on comprend pourquoi il faut qu'on y tienne, dans des sociétés où par ailleurs des médias ou sont possédés par des gens qui ont des agendas politiques, etc. Mais si on se faisait l'avocat du diable, on pourrait aussi dire que la vérité n'existe pas, que tous les points de vue sont situés dans le monde social. On pourrait dire que quand on est neutre et qu'on choisit pas un camp, en réalité, eh bien c'est le camp du plus dominant qui s'impose, même si on ne lui laisse la place que silencieusement. Donc c'est des questions qui sont quand même complexes. Est-ce qu'il y a quand même une marge de manœuvre ou une marge de réflexion, ne serait-ce que par exemple dans le choix des sujets, dans le choix des intervenants, qui fasse qu'on puisse malgré tout, non pas donner son avis, non pas devenir un média d'opinion, mais travailler ces notions de vérité et de neutralité d'une manière qui informe l'espace public autrement que si tu étais juste un prompteur et puis que tu lises les dépêches qui tombent. Ah oui, ça, c'est une bonne affaire. Parce que moi, tu vois, j'ai toujours dit, je serais pas capable de lire les nouvelles à la télé. Moi, je veux pas faire ça. Puis, je dis pas qu'on en a pas besoin. Mais, je serais pas capable de faire ça parce que c'est trop dans une boîte carrée. Puis,
tu peux pas, justement, décider de tes questions rapidement. Tu peux pas faire de longues entrevues. Tu peux pas... je sais pas, c'est très, très, très... le carcan est trop dur. C'est clair que oui, dans le choix des sujets, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ressort. Par exemple, la Far West, on s'en cache pas, là. On parle d'environnement souvent. Puis ça, c'est un choix. Vous avez eu un prix de l'émission de la diversité aussi, un prix diversité, alors qu'il n'y a pas de quota, d'objectifs quantitatifs fixés. Pourtant, vous l'avez eu, si j'ose dire, naturellement. Donc, c'est qu'il y a un souci partagé dans l'équipe. Oui, ben ces choses-là, oui, ça c'est sûr. Moi, c'est sûr que je veux parler d'environnement à Far West. C'est sûr que je vais en parler. C'est sûr que je suis profondément féministe, donc c'est sûr que je vais parler de ces choses-là aussi. Je suis gay, hein, je suis lesbienne, je vais parler des communautés LGBTQ+, tout le temps. Ça, c'est sûr, parce que ça fait partie des valeurs de mes valeurs à moi. Puis sans, évidemment, je ne vais pas toujours en parler parce que il y a des sujets qui me poussent à le faire. Mais c'est sûr que j'ai un intérêt particulier pour ça. Ça, c'est clair. On ne peut pas nier ce qui se passe sur la planète en ce moment. Je veux dire, ça serait irresponsable de ne pas parler de changement climatique à l'heure actuelle. Puis de le faire souvent, ben, je trouve ça normal. Oui, si c'est ça, teinter une émission de certaines choses, ben oui, ça. Puis je pense que parce que mon titre, c'est d'être animatrice et non pas journaliste, ben moi, je me dois aussi de réfléchir à ces questions-là, puis sans dire aux gens comment penser, ben leur dire que moi, je pense que c'est important qu'on y réfléchisse à ces questions-là. Tu sais, sans leur dire quoi penser, de les inviter à s'intéresser à ces choses-là, oui. Tu sais, elle est là ma marge à moi. Qu'on s'obstine après sur la voiture électrique, fine. On peut être pour ou contre. On peut penser que c'est une bonne ou une mauvaise idée. Mais moi, je peux vous donner les outils pour y réfléchir parce que je trouve ça important qu'on y réfléchisse. Oui, tu sais, mais en même temps, moi, tout m'intéresse dans la vie, fait que j'ai pas... je dis jamais non à rien, tu sais. C'est rare que je tombe sur un sujet où je me dis « Ah non, j'aime pas ça, tu sais, puis ça, je veux pas en parler. » Je fais jamais ça. Mais en général, elle est là, la marge, tu sais. Fait que j'irais plus. C'est une bonne réponse? Oui, c'est une bonne, je ne sais pas si c'est une bonne réponse, en tout cas, c'est une réponse documentée, informée, ça c'est clair. C'est aussi une des forces des médias que de ne pas dire quoi penser, mais de dire à quoi il faut penser. C'est pour ça justement que j'interrogeais sur les thèmes. En revanche, alors c'est juste une petite incise parce qu'il y a quelque chose qui est assez différent de ce que moi j'ai pu connaître en France. Par exemple, tu disais tout à l'heure, ça ne me viendrait pas à l'idée, c'est pas mon rôle de donner mes opinions sur des sujets ou des opinions. On entend le mot que tu n'as pas prononcé, mais politique, est sûrement le mot qui manquait là dans la phrase. Mais en revanche, tu ne prends pas de précautions particulières à te déclarer et à donner en ondes des indications sur ce que tu as fait, où tu as été en week-end, est-ce que tu as des enfants, pas des enfants. Dans certaines émissions, si les gens écoutent bien, on comprend très bien que tu ne caches pas d'être lesbienne. Est-ce que ça, dans le fond, alors moi j'ai envie de dire, tu n'as pas peur d'être attaqué, tu n'as pas peur d'être visé, tu n'as pas peur de te faire ennuyer chez toi ou persécuter, mais en revanche, du coup dans cet ensemble, est-ce que c'est pas simplement les opinions qu'on estampille comme politiques qui sont finalement le seul reste dont on ne voudrait pas ou ne pourrait pas parler au motif que peut-être on confondrait politique et parti politique ou... Elle est où la limite? Je sais pas. J'y ai jamais réfléchi comme ça, pour vrai, sincèrement. Je sais pas. Tu veux dire que si on sait que je fais telle chose, on pourrait nécessairement associer ma vie à un certain style de vie, donc bon. Ouais, mais je sais pas en fait, c'est quoi s'il y a une bonne réponse à ça. J'ai pas non, j'ai pas peur de te dire effectivement ce que j'ai fait en fin de semaine, quoique je le dis pas si souvent. C'est pas très intéressant en général. Euh, mais tu sais, je connais plein de gens de cette communauté-là qui votent de plein de façons. Tu sais, si on parle du fait que je suis gay ou il y a plein de gens qui peuvent réfléchir à l'environnement de façon différente puis pas nécessairement voter pour un parti ou un autre. Tu sais, je sais pas, tu sais, si ça vient teinter ma neutralité quand vient le temps de parler politique.
Euh, je pense pas. Je pense pas. Je pense que je peux parler avec objectivité de bien des choses. Puis, tu sais, l'objectivité, ça se contrôle aussi dans le sens où on pourrait être bien surpris par bien des choses, là. Hein? C'est pas, il y a des gens qui nous étonnent toujours. Je fais partie peut-être de ces gens-là. Je veux dire, tu sais, on peut être surpris on peut être plein de contrastes aussi. Puis ces contrastes-là peuvent se traduire dans d'autres sphères de nos vies. Alors, je pense pas que je suis si prévisible que ça, mais peut-être que pour certaines personnes, je sais pas, mais je pense pas que ça vient teinter ma façon d'interviewer ou ma neutralité, où je mets des guillemets, là, mais ça, mon objectivité en tout cas, certainement pas. Parce qu'en fait, si je comprends bien, et tu me corriges si je me trompe, bien entendu, mais c'est que les moments où tu vas révéler quelque chose de ton intimité, que ce soit très intime ou très superficiel comme ce que tu as fait pendant le week-end, par exemple, c'est aussi le contexte dans lequel tu prends la parole, celui d'une matinale à la radio, où tu essaies d'établir une certaine connivence avec le public qui pourra, à ce moment-là, te connaître sous un certain angle et te faire confiance. Il est là la différence entre l'animateur et le journaliste, tu sais. Parce que dans mes tâches aussi, ça fait partie de ça, tu sais, d'être aussi une entertainer, puis de divertir, puis d'avoir une conversation qui est proche de la vie des gens. Tu sais, je les réveille tous les matins, puis ils font la même chose que moi, ils boivent un café en m'écoutant pendant que je leur parle. Moi, fait que nécessairement, mon rôle est différent. Tu sais, j'aurais pas du tout euh, une place de journaliste qui fait un reportage, c'est pas du tout la même place que moi, là. C'est pas du tout le même rôle. C'est deux affaires complètement différentes, tu sais. Donc, oui, effectivement, c'est sûr que ça change les choses. Mais à travers ce rôle-là que tu joues, par contre, dis-moi, est-ce que tu constates quelque chose, je sais pas, une peur du politique ou un refus d'aborder certains sujets ou de politiser certains sujets de la part pas nécessairement, là, je parle pas de la part de ton employeur en particulier ou de la station pour laquelle tu travailles, mais dans l'écosystème public canadien en général? Oui, ça, ces crises-là, comme celle entre le Hamas et Israël, c'est extrêmement difficile, tu sais. C'est vraiment dur. Euh, de rester sur une ligne, euh, d'écouter. Moi là-dedans, je me positionne beaucoup en position je reçois des choses, tu sais, puis je pose des questions en respectant mes normes et pratiques journalistiques, mais c'est très, très polarisant, tu sais, puis euh, ça, c'est difficile. Parce que tout le monde a une opinion là-dessus, ou à peu près. Parce que ça peut être très, très violent, ces choses-là. Puis ça, j'avoue que j'ai un peu peur de ça. J'espère que les gens sont capables de s'écouter des deux côtés. Puis ça m'a surpris à quel point ça a occupé l'espace canadien, à quel point c'est devenu une grosse chose. Ça, je trouve ça difficile. Pas surpris parce que c'est gros, c'est grave, c'est gravissime ce qui se passe. C'est pas ça que je veux dire, mais je pensais pas que ici au Canada, notre opinion sur la question, tu sais, évidemment, je suis pas juive, je viens pas d'Israël, puis je viens pas de Palestine. Fait que puis je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est très loin d'où je viens. Mais je pensais pas que ça occuperait une grande place tant que ça dans nos communautés ici. J'avoue que ça m'a un peu surprise. Notre façon de prendre position très, très rapidement sur la question. Tu sais. Puis ça, je trouve ça dur. Des trucs comme ça, oui. Généralement, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur, là. Il n'y a pas de sujet, tu sais, pour lequel je fais «Oh, on n'ira pas là». Tu sais, à moins du gros sensationnalisme, puis des affaires comme ça, tu sais, ça, je trouve pas ça intéressant, là. Du fait divers, tu sais, on en fait très peu, nous, là. On n'est pas porté à faire ça, puis ça, j'ai pas envie de faire ça, là. Puis surtout parce qu'aussi, tu sais, on couvre, nous, notre champ est plus large, hein, à Far West parce qu'on est on couvre une province mais un territoire. Tu sais, c'est large, là, les sujets, tu sais. Il faut aussi penser à ce qui se passe à Kamloops, puis ce qui se passe à Victoria, puis ce qui se passe au Yukon. Donc, ça élargit un peu on est moins dans le nous maintenant ici, tu sais, fait que ça me permet d'évacuer des choses qui sont plus. C'est ça, ces faits divers-là, j'ai pas besoin de les faire. Donc, ça nous sauve un peu de ça, là.
Alors, on parlait de comment on fabrique ces entretiens. Parlons peut-être un tout petit peu de ceux qui sont à l'écoute. On le sait, pas si nombreux que ça parce que la province n'est pas pleine de francophones, mais on sait aussi que nos émissions, les émissions de Radio-Canada voyagent un petit peu au-delà. On ne sait pas s'ils sont nombreux ou pas. C'est toujours un espèce de fantasme autour de y en a-t-il 3, 6, 40 ou 20 000? Comment on s'accommode de ça? La réponse c'est je fais chaque entrevue comme si c'était la dernière de toute ma vie. Je fais chaque entrevue comme si, ne serait-ce que d'avoir intéressé une personne, même sur des millions, ça. Bon, on connaît ces discours-là parce que ce sont des discours de vocation. Nous, on dit, voilà, s'il y a un seul étudiant qui a compris quelque chose, on n'a pas perdu notre journée, tout ça. Mais en vrai, fabriquer une émission pour 4, quand on se donne la peine de le faire bien, c'est pas comme si on en fabriquait pour des millions. Alors, est-ce que ça t'habite ça d'une manière ou d'une autre? Je dis pas que enfin, chaque matin, tu arrives devant le micro en te demandant s'ils sont 4 ou 100 000, mais est-ce que malgré tout, ne serait-ce que parce que le contexte linguistique est minoritaire, parce que le territoire a ses particularités, est-ce que cette question de jusqu'où porte ta voix, en fait, en profondeur dans les communautés ou en expansion géographique dans les deux dimensions, est-ce que ça t'habite? Est-ce que ça te préoccupe? Est-ce que ça change les choses? On parlait de choix du sujet, de choix de sujet tantôt. Ben, ça aussi, ça guide nos choix de sujet parce que des fois, ben, il n'y en a pas personne pour nous parler en français. On n'en parlera pas. Ou on va parler autrement. Je vais faire un anime, je vais dire ce qui s'est passé, puis c'est tout. Sinon, j'y pense plus à ça. C'est pas. Puis je pensais, en fait, parce que tu sais, l'été, des fois, je vais animer au Québec. Puis je pensais vivre une grande révélation puis une grande différence, tu sais, dans la réception de l'émission. Évidemment, quand tu animes au Québec, dans une région, tu rencontres des gens, puis je t'écoute, tu sais, parce qu'il y a plus de monde, là. Mais la différence est pas si notoire que ça. Oui, c'est le fun parce qu'au Québec, tu appelles n'importe quelle maire de n'importe quelle circonscription, de n'importe quel village, puis il va parler français. Ça, c'est génial parce que d'abord, l'effort est beaucoup moins grand dans le booking de l'émission parce que tu peux booker pas mal n'importe quoi en 20 minutes, ou à peu près. Pour vrai, puis ça, c'est un choc. Mais dans la fabrication de l'émission ici, ce qui me choque, c'est ça, moi. Ça, on n'a rien, ça, on n'a pas personne pour parler de ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ça me dérange beaucoup. Puis de plus en plus. Mais le reste, j'y pense pas tant, mais en même temps, je fais souvent appel aux auditeurs. Hein, écrivez-nous. Hein, puis à chaque fois, je dis ça, généralement, il y a quelqu'un qui nous écrit, puis à chaque fois, il y a des gens qu'on n'a jamais eu. On reconnaît pas le numéro, on connaît pas les noms, on sait pas qui ils sont, puis on sait pas pourquoi ce matin-là, tout d'un coup, ils décident de nous envoyer un texto, tu sais. Mais il y en a, ils sont là, tu sais. Fait que je me pose plus ces questions-là maintenant parce que sur un bassin de 375 000 francophones, là, je me dis que quand même, ils sont là, puis ça vaut. Ben oui, c'est ça. C'est comme tu disais tantôt, ça vaut la peine parce que ne serait-ce qu'il y a 5 personnes qui sont à Kamloops qui nous écoutent, ben je suis contente qu'ils se sentent qu'on s'occupe d'une fois de temps en temps. Ben oui, c'est le grand classique, mais je vais te servir la même réponse. C'est pas. Maintenant, ça me préoccupe pas, ça. Ou plus, puis tant mieux, parce que sinon, tu peux pas passer ta vie à penser ça quand tu fais de l'information en milieu minoritaire. Puis en même temps, là, tu sais, on vit dans un monde où l'information locale se meurt, là. Mais tu sais, ça va mal, ça va vraiment mal. Fait que moi, si je suis là pour informer, je sais pas, tu sais, 2000 personnes, là, 50, 150, je suis contente parce que on est peu à faire de l'info locale maintenant. T'sais. Puis quand je dis local, écoute, je m'occupe d'une province. On n'est pas dans le local, là. Mais tu sais, cette voix-là en français ici, elle est essentielle, je pense. Puis c'est surtout ça qui fait qu'on le fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent on a besoin de ça. Et d'avoir de l'information en français dans notre langue, c'est essentiel. Fait que moi, ça me nourrit assez pour être capable de continuer, qu'il soit 2000 ou 50. Parce que ça fabrique une communauté, dans le fond, on va oser prononcer le mot. Ben oui, c'est clair. Puis pour vrai, plus ça va, plus je crois au pouvoir de l'information locale, puis plus je me fais entendre à ce sujet-là.
Puis plus ça me désole de voir des petits journaux fermés, plus ça me désole de voir ces journalistes-là faire deux jobs. Puis, tu sais, je fais que je me dis que je suis très chanceuse de faire ce que j'ai, là, que je faire ce que je fais. J'ai encore une place de privilégié à ce sujet-là. Puis, c'est ça. Je m'occupe de ça, puis je le fais du mieux que je peux. Mais j'espère que, en tout cas, les gens qui nous écoutent sentent que cette information-là, elle est essentielle pour eux aussi, puis elle est importante, d'abord. Euh, la question que je voudrais te poser, en fait, elle est en lien avec le thème de notre émission, donc le thème de l'épisode sur la conversation, qu'on a déjà abordé, bien sûr, par ton travail d'animatrice, par ton travail d'intervieweuse. Mais je me questionne aussi sur le médium lui-même. Tu nous as dit, tu n'as pas vraiment d'ambition télévisuelle. La radio, c'est un médium, bon, à toute fin pratique, auditif uniquement. Je sais que maintenant, avec les réseaux sociaux, on a de plus en plus de radio en direct avec une composante visuelle aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le médium audio seulement qui permet d'aller en profondeur dans des conversations et d'entrer en dialogue avec un public quand on n'a pas de contact visuel avec ce public-là ou on ne lui offre qu'une voix en fait, mais ça marche pour plusieurs en tout cas parce qu'on y tient à la radio. On a tellement dit que ça allait mourir la radio, puis que c'était la fin de la radio, puis tout ça, mais la radio a vie parce que c'est la voix. La radio a vie parce qu'on regarde pas quelqu'un, puis on le juge pas, puis on s'occupe pas de ça. Puis la radio, tu t'as dit le mot, Pierre-Luc, ça fait des conversations. Puis, tu sais, tantôt quand on parlait d'une entrevue réussie, c'est d'abord ça, c'est une conversation. Une entrevue réussie, c'est quand on échange, c'est quand on a quelque chose, c'est quand on se parle, c'est quand ça devient plus une entrevue, c'est que ça devient une conversation. Puis la radio, c'est encore la seule chose qui offre ça, tu sais. Puis moi, je suis contente quand ils me voient pas, les gens, pas parce que je veux pas qu'on me voie, mais parce que je trouve que ça permet, l'écoute, ça permet autre chose sans le visuel. L'écoute, ça a quelque chose de magique parce qu'il y a juste la voix, mais ça fait qu'on n'est pas préoccupé par l'image. Puis dans une vie où on est tellement préoccupé par l'image, puis où ça occupe tellement une grosse place maintenant, moi, ça me renverse, tu sais, à quel point c'est important. Ben, la radio, ça fait pas ça. T'sais. Puis oui, c'est vrai qu'on nous voit encore de plus en plus, puis on nous filme, puis tout ça, puis je sais pas si j'aime ça ou pas, mais, mais je veux que la radio reste la radio. Ça, je veux que la voix reste la chose la plus importante, puis je veux qu'on s'écoute. Donc, tu y crois vraiment à ce potentiel-là du médium d'engager une conversation? Ah oui, non, moi, je suis une finie de radio. Oui, non. La voix plus que l'image. Écoutons-nous à pas de nous regarder, puis je pense que ça permet un échange qui est essentiel. Merci. Alors, peut-être une dernière question. L'hiver est arrivé. Alors, on sait que les voix à la radio, ça tient chaud. Ça tient chaud aux individus, ça tient chaud aux communautés, même petites, même un petit peu éclatées. Être animatrice de la matinale de Far West à l'antenne de Radio-Canada Vancouver, ça va te tenir chaud encore longtemps, Marie Villeneuve, ou tu penses à un ailleurs? J'ai pas de réponse. Je le sais pas. Je le sais pas. Bien sûr que, tu sais, je pense à après, là, ça fait 10 ans que je fais ça. Je vais pas faire ça 20 ans. Peut-être que dans 10 ans, tu me diras, c'est drôle, là, quand même, pour une fille qui disait que non, mais il y a quand même des choses, tu sais, j'ai envie de faire d'autres choses aussi, là. Ça c'est clair. Puis ouais, oui, j'ai des rêves de radio, ça c'est sûr. J'ai pas de rêve de télé, ça c'est sûr. J'ai pas de, mais j'ai des rêves de web, j'ai des trucs comme ça, tu sais, il y a des trucs que j'ai envie de faire. Mais pour l'instant, ça me satisfait beaucoup de faire ça. Tu sais. Pour l'instant, Ben d'abord aussi, là, je suis une fille d'équipe, puis j'ai une équipe formidable. Je travaille avec des gens que j'adore, pour qui j'ai envie d'être là à 5 heures du matin. J'aime l'horaire du matin, même si tout le monde a l'air de penser que c'est une torture infinie, absolue. Moi, j'aime ça, parce qu'après, là, tu sais, je ferme mes trucs, puis il fait soleil, puis je vois de la lumière, puis je vais courir avec le chien, puis parce que j'ai une vie après le travail ça me fait beaucoup de bien, parce que quand je perds ça, puis je suis détachée pour faire autre chose, puis que je sors du bureau à 5 heures, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font, les gens? Quand est-ce qu'ils font? Quand est-ce qu'ils vivent? Puis ça fait que ça, je pense pas que je pourrais faire un horaire comme pour vrai, là. Il faudrait que ça soit quelque chose qui me permette de garder ça. C'est difficile de trouver autre chose, tu sais, puis il n'y a pas tant d'offres non plus, là. Fait que est-ce que je peux faire ça pour faire autre chose en même temps? Peut-être.
Est-ce que dans 2 ans, je vais tellement être fatiguée de ça que je voudrais plus le faire? Je sais pas. Je sais pas. J'ai jamais, tu sais, j'ai jamais eu de plan de vie, là. Je suis pas capable d'avoir des plans. Ça marche pas. Je sais pas. Fait que pour l'instant, on semble vouloir encore de moi là. Puis c'est ça. Je vais rester là encore un petit peu. Je sais pas. Est-ce que ça va être 6 mois, ça va être 2 ans, 1 an? Je sais pas. Je sais pas. Mais oui, puis on me force à me poser cette question-là aussi, là. Tu sais, je veux dire, c'est clair que les gens me demandent ça souvent. Puis c'est clair que, ouais, il va falloir que j'y pense. J'y pense. Bon, ben, en attendant, on va continuer à rêver avec toi et puis à t'entendre chaque matin de la semaine dans la belle matinale de Far West. Et puis à souhaiter que cette matinale contribue, évidemment, elle le fait à tisser les conversations qui comptent sur ce territoire et à partir desquelles on peut en tisser d'autres, puis d'autres, puis d'autres, puis d'autres. Parce qu'on se parle pas assez, hein? On se parle pas assez, ou on s'écoute pas assez, je sais pas, je sais pas, mais on est dans un drôle de moment en ce moment-là. Drôle, il fait peur un peu. Mais oui, écoutons-nous, voilà. Ben, merci beaucoup. Poursuivons les échanges par site web interposé. Rejoignez-nous sur j'habiteoujolutte.com pour découvrir les références des livres cités, pour y trouver également des textes inédits, des entrevues, des vidéos, des photos, des illustrations. Et puis n'hésitez pas à nous écrire, à nous rejoindre. Ce projet est aussi le vôtre et vous y êtes les bienvenus. J'habite où je lutte est une production indépendante, écrite, réalisée et animée par Vanessa Jérôme et Pierre-Luc Landry. Avec au montage, Sofion Al-Kurdi. À l'habillage sonore, Stéphania Bécanou et Sofion Al-Kurdi. Et à l'habillage visuel, Stéphania Bécanou.